C'est pas pain de mie, c'est pandémie. C'est une putain de pandémie. On va tous mourir. Chers auditeurs, chères auditrices, si vous écoutez Radio Virus, c'est que vous êtes toujours en vie. Commençons cette 7e émission avec un point d'actualité sur le coronavirus. J'ai croisé Julie aujourd'hui, par hasard. Elle déambulait seule dans la rue du côté de l'Odéon. Toujours aussi belle la Julie, même si elle traînait avec elle un air sombre et une lourdeur qu'on ne lui connaissait pas. Julie, c'est ma coiffeuse. Enfin, c'était ma coiffeuse, vu qu'en cette période de confinement, j'ai paniqué et j'ai laissé les mains lourdes d'un camarade massacrer mon cuir chevelu à la tondeuse. Julie, c'était le petit rayon de soleil du quartier. Des doigts de fée, une belle gentillesse de corsage, des massages capillaires érotico-sécurisants, un coup de ciseau parfait pour coiffer ma tignasse. Le seul point négatif était son lesbianisme. Pas une de ces vieilles goudous obèses aux cheveux bleus, mais une gentille lesbienne qui n'étale pas sa vie sexuelle sur la scène et qui vit en couple avec une jolie fleuriste qui bosse du côté de l'opéra. Elle faisait la gueule, la Julie. Elle avait l'air de porter tout le poids des péchés du monde sur ses épaules. Je la croise, elle me reconnaît et arrive avec peine à esquisser un sourire. Je m'inquiète. Vu la coupe de fraises que je porte sur le crâne, je n'ai aucune envie que le saint pangolin nous emporte Julie. C'est la seule qui sait correctement me couper les cheveux de toute la rive gauche. On s'allume une clope et on commence à papoter. Le coronavirus, elle s'en balance. Ce dont elle me parle, c'est un léger teaser de ce que les Français vont connaître dans pas longtemps, c'est-à-dire la ruine des tout derniers vestiges du monde d'avant. La Julie, c'est une battante. Avec un CAP coiffure en poche à 17 piges, dans un lycée assez médiocre de La Rochelle, elle décide de monter à Paris pour décrocher les étoiles. Elle en chie, elle enchaîne les boulots de merde dans des salons de seconde zone. Elle passe le balai à la fermeture et désinfecte les ciseaux. Puis, petit à petit, elle monte les échelons, finit dans des salons haut de gamme où elle taffe 2 fois plus. Chaque jour, elle met 3 ronds à gauche pour accomplir son rêve, ouvrir son propre salon. Elle franchit le pas il y a 1 an et ouvre un minuscule salon dans une ruelle du quartier latin. Avec 1 employé, elle s'arrache à la tâche face aux emmerdements administratifs ou fiscaux de notre chère République. Elle en chie, mais son talent et son sourire font tourner son salon à plein. Sa copine, ne lui parlez pas de mariage gay, ça la rend folle, vient de changer de taf pour rejoindre les rangs de l'un des meilleurs fleuristes de Paris. Elle a démissionné de chez son précédent patron pour commencer le 14 mars, jour où les boutiques ont reçu ordre de tirer le rideau jusqu'à nouvel ordre. Évidemment, vu la situation, son contrat ne fut pas signé. Elle eut juste le funeste honneur d'assister à la fermeture de boutique de cet illustre fleuriste. Requiem de Mozart à fond et mise en sac de toutes les fleurs du magasin par le patron au bord des larmes, devant tous les employés, coupe à la main, mise au chômage partiel. Julie aussi tira le rideau. Elle est criblée de dettes, pro comme perso, comme beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas la joie de faire des levées de fonds et ne sait pas si elle va rouvrir. Son comptable a l'air moins optimiste que Macron sur le fait qu'aucune boîte ne va faire faillite. Julie et Manon, artisans, humbles et discrètes, vont disparaître sans faire de bruit, tout comme tant d'indépendants, de limonadiers, de cuistots, de cordonniers, de libraires, de couvreurs, de petits créateurs de boîtes qui aiment le travail bien fait et l'indépendance. Le gouvernement nous raconte qu'un nouveau monde émergera de cette crise. Si le nouveau monde, c'est Amazon, Pornhub et les boutiques franchisées des centres commerciaux, je préfère rester confiné dans le monde d'avant avec Julie et Manon. J'aurai le cheveu bien coupé et le parfum des fleurs de mon pays qui me rappellera qu'un autre destin était possible. Toutefois, le monde ne s'arrête pas. Je vous propose les actualités. L'actualité de ce mercredi 25 mars. Hommage. Hier, nous avons perdu ce bon Uderzo. L'occasion de se replonger dans Astérix et Obélix. En plus, il n'est même pas mort du Covid. International. Le confinement, c'est pas pour tout le monde. Au Nigeria, 70 soldats sont morts dans une attaque djihadiste. Au Tchad, 45 soldats ont perdu la vie après une attaque de Boko Haram. On les avait presque oubliés, ceux-là. Confinement. Restez chez vous, mais allez bosser. Les mots d'ordre contradictoires continuent. Le ministre de l'Agriculture demande aux personnes au chômage technique d'aller aider les agriculteurs, qui ont besoin de personnel pour continuer à nous nourrir. Reste à voir si ça passe comme motif pour l'attestation. Je vais cueillir des fraises. Breloque. Jean-Pierre Raffarin est toujours aussi con. Il propose de donner la Légion d'honneur aux médecins morts du coronavirus. Et sinon, de l'argent pour les hôpitaux et des conditions de travail décentes ? Non, toujours pas. Alcool. Le préfet de l'Aisne a tenté d'interdire la vente d'alcool dans son département pour lutter contre les violences conjugales.
A priori, il est revenu sur sa décision, comprenant que ça allait mettre plus de bazar qu'autre chose. N'est pas Saint-Louis qui veut. Confinement. Si le gouvernement suit les recommandations de son conseil de médecins, on reste chez nous jusqu'au 4 mai. Les vendeurs de muguet vont faire la gueule. Quand en plus la SNCF ne propose plus que 7% de ses trains à partir de ce week-end, il vaut mieux choisir avec prudence si on reste chez la belle-mère. Le gouvernement commence également à réfléchir à une surveillance GPS des personnes infectées. Enfin, comme pour le moment ils ne font pas de test, on a encore un peu de temps. Police. Des syndicats appellent à la fin des contrôles d'attestation en raison de l'absence de masques de protection. Mais il serait peut-être temps de se poser la question de nos enrichisseurs et autres chances. Une policière s'est pris une brique et est dans un état grave après un contrôle dans un quartier sensible de Beauvais. Et c'est pas un masque qui va l'aider. Europe. Tout tourne à l'arrêt. Chaque État fait semblant d'aider le voisin en lui volant des masques, mais l'Union européenne travaille dur. L'Albanie et la Macédoine ont fait de grandes avancées vers l'entrée dans l'UE. Après les paradis fiscaux, les narco-États. On va bien s'amuser quand tout sera fini. C'est tout pour aujourd'hui. À demain pour une nouvelle chronique d'actu. Passons maintenant au premier point politique. Aujourd'hui, les acteurs de la crise actuelle. Indisciplinés, confinis du confinement. Ils peuvent avoir parfois quelques excuses, par exemple celle de la déprime occasionnelle après un échec, ou structurelle à cause d'accidents dans leur vie, ou celle de l'inconscience de la jeunesse, ou encore la volonté de défier le pire. Ils ne sont pas tous critiquables ni condamnables au même degré. Ils n'en sont pas moins et à tout le moins cons, et parfois plus, franchement salauds. Les salauds d'abord. Les pires. Les profiteurs du coronavirus, comme autrefois les profiteurs de guerre. Les voleurs revendeurs de masques au marché noir. Ceux qui dérobent dans les hôpitaux au sommet de la saloperie. Ceux qui détournent leur contingent reçu en pharmacie juste après. La combinaison du numérique et de la pandémie voit apparaître un nouveau type d'escroc, le cyberdélinquant qui multiplie les faux appels aux dons sur Internet. Pas loin derrière, ceux qui trichent avec le chômage technique pour faire travailler leurs salariés sans les payer, l'exact inverse de la solidarité. Ensuite, les menteurs et traîtres. Ceux qui disent avoir tout prévu mais n'ont rien dit, qui donc mentent aujourd'hui en détruisant le minimum requis de confiance envers nos gouvernants, ou ont menti hier alors qu'ils étaient en responsabilité. Ceux qui ont continué à se croiser de près sur les plages, forçant du coup les autorités à les fermer. Ceux qui refusent d'admettre que pour se protéger et protéger les autres, il faut se confiner. Ceux qui veulent vous embrasser ou vous serrer la main par bravade. Ceux qui se promènent sans respecter le mètre de distance barrière. Mais les meilleurs aussi. Dans les temps extrêmes, les pires et les meilleurs deviennent plus visibles ou se révèlent. Voyons aussi le meilleur à l'opposé des cons du confinement. L'exceptionnel dévouement des héros en blouse blanche, celui aussi des innombrables acteurs au front, agriculteurs, distributeurs, caissières, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, chauffeurs routiers, livreurs, postiers, éboueurs. Ces PME de confection qui spontanément se transforment en producteurs de masques. Ceux qui travaillent 12 ou 15 heures par jour, responsables pédagogiques, enseignants, salariés qui gardent leurs enfants tout en travaillant à distance. Envie de passer le temps ? Passons alors à la critique ciné. Dans les années 30, au fin fond de la France, Gary vit dans les marais avec son ami Riton, père de 3 enfants. Les 2 amis reçoivent parfois la visite d'Amédée, rêveur et passionné de lecture, et aussi Pépé, vieil homme riche originaire des marais. C'est avec délice et amusement que l'on suit les petites aventures de ces paisibles personnages. Le réalisateur n'est autre que Jean Becker, qui a notamment fait un effroyable jardin, 2 jours à tuer et plus récemment Le Collier rouge. J'aime particulièrement ce réalisateur pour sa manière d'aimer la France et de partager sa passion pour ce pays à travers ses films. Pour l'anecdote, il est le fils de Jacques Becker, grand réalisateur français, responsable de classiques tels que Le Trou ou encore Touchez pas au Grisby. Pourquoi donc faut-il voir Les Enfants du Marais ? Tout d'abord, il faut noter le casting 5 étoiles. Jacques Viret, Jacques Gamblin, Michel Serrault, André Dussolier et Éric Cantona. Tout ce joli monde sert une belle histoire. La tranche de vie de quelques Français proches de la nature, insouciants du monde moderne. Je pense qu'un seul mot suffit à résumer ce film, la simplicité. Jean Becker nous montre dans ce film des Français amoureux des choses simples, des bons vivants en somme. Pêcher, cueillir des champignons, manger avec ses amis, se promener, vendre ses produits au marché, telle est la vie des 2 amis que nous suivons. Il est extrêmement agréable de voir à l'écran un retour aux valeurs simples, presque oubliées aujourd'hui, celles de ces artisans amoureux de la nature, se contentant de peu pour vivre. Les Enfants du Marais sonnent comme un vrai film politique nous rappelant le goût des choses simples.
C'est l'amour de la France à l'ancienne, la vraie France, la France des campagnes qui n'était pas encore touchée par l'industrie. Chaque personnage nous le démontre. Celui de Jacques Gamblin, Gary, fuit le monde moderne qu'il a pris de plein fouet quand il s'est battu pendant la Première Guerre mondiale. Celui d'André Dussolier, Amédée, est amoureux de livres et trouve son inspiration dans la nature. Sa réplique favorite, « Quelle aventure !» semble dénoter avec ce que vivent les personnages. Ils ne font que vivre simplement. Et pourtant, ces choses si simples sont une réelle aventure pour le rêveur citadin qu'est Amédée. Le personnage de Michel Serrault, Pépé, reprend goût à la vie qu'il menait jadis, celle qu'il a oubliée. En effet, celui-ci était autrefois un homme des marais, mais son succès dans l'industrie l'a mené à partir de ce petit coin de paradis. Son envie de revenir dans les marais le mène à s'opposer avec sa propre famille, méprisante envers ses petites gens. Enfin, le personnage de Jacques Viret, Riton, représente à lui seul la simplicité. Ses maladresses le conduisent à vivre de petites aventures à taille humaine. Voilà ce qu'est Les Enfants du Marais. Pas seulement un petit film français sorti en 1999. C'est aussi et surtout un propos pertinent sur ce qu'est devenue la France, sur ce que sont devenus les Français. Regardez Les Enfants du Marais, regardez la filmographie de Jean Becker, regardez de bons films français. Une envie musicale, mais vous ne savez pas quoi écouter, je vous propose l'instant musical. Une petite pensée musicale aujourd'hui pour tous les amoureux de la boisson, des copains et des aventures, et qui sont contraints de rester chez eux confinés, avec une bonne bouteille, du moins, on l'espère. C'est donc un morceau de Damien Saez intitulé Rue de la Soif que nous proposons. Morceau de l'album Lulu sorti en 2017. On lui pardonnera volontiers sa voix chevrotante de Fragile quand il ne nous fait pas du larmoyant dépressif ou du politique bas de gamme, quoique certains morceaux comme J'accuse, Mon Européenne et Petite Pute valent le détour. Comme le dit Damien, se la coller peut également être une bonne solution pour rester confiné. Parce que mon vieux, quand t'es bourré, ça fait loin la marche à pied. Et puis, quand les autres iront voter, nous, c'est sûr, on sera trop bourré. Alors à la vôtre, et bonne écoute. De La Rochelle à la Ciotat, whisky ou à la vodka, du Gatrota à Saint-Malo, à la Pourrine ou bien au Cointreau, de Charleville à Charleroi, moi j'ai toujours la gueule de bois, dans les bars clandes et les bistrots, moi je finis toujours au pogo, à la piquette ou au ricon, si t'es verrouette, si t'es carton, moi j'irai même jusqu'à Outreau, tu sais pour me taper un Cointreau, dans tous les repères à Quepont, dans tous les squats à la baston, on est bourrés comme des tonneaux, de Saint-Brieuc, Saint-Malo, à la fête, à la fête. À la fête, de Saint-Brieuc, Saint-Malo, à la fête, on est bourrés comme des tonneaux. Dans tous les rats de tous les ports, du Cotentin aux Côtes d'Armor, sur on est bourrés comme des coins, sur on marche tous comme des pingouins. Dans tous les repères à Poivreau, dans les bars clandes et les bistrots, nous, tous les soirs on se met la tête, nous, tous les soirs on fait la fête. Sur un roulé comme des tonneaux, nous on apprend ça au berceau. Faut qu'ils aillent chercher les pompiers, nous, tous les soirs pour nous ramener à la Guinness jusqu'au tombeau, à la Brune ou bien au Cointreau, à la Rochelle, à la Ciotat, au whisky ou à la vodka, à la fête, à la fête. À la fête, au whisky ou à la vodka, à la fête, putain de dépé, moi je bois, allez. Toujours sur la route de la soif, entre les comas et les baffes. Tu sais moi qu'importe l'alcool, j'ai qu'un seul dieu c'est la picole. Comme un tonneau jusqu'à la lit, putain pour me finir dans un lit, dans le tien ou celui d'une autre. Pour moi l'amour n'a pas d'apôtre, non moi j'ai pas le cœur banquier, moi j'y peux rien pour que je fasse trinquer. Putain tout ce qui passe à côté, à la santé de l'amitié, aux frangines qui nous ont laissés, puis à celles qu'on va baiser, dans tous les trous du cul du monde, pas comme un trou jusqu'à la tombe. Faut qu'ils aillent chercher les pompiers, moi tous les soirs pour me ramener, moi j'y peux rien pour que je fasse trinquer. Putain tout ce qui passe à côté, on est bourrés, comme des tonneaux. Allez, de Saint-Brieuc à Saint-Malo, allez, on est bourrés comme des tonneaux. Moi de Compiègne à Concarneau, tu sais j'irai même à vélo, moi j'irai même jusqu'à Honfleur, pour aller ouais me taper ta sœur, dans les bars clandes et les bistrots, pour
c'est tant mieux. Parce que mon vieux, quand t'es bourré, ben, ça fait loin la marche à pied. Sur la nage jusqu'à l'île Dieu, un jour j'irai revoir les yeux de celle qui avait bu avec moi. Ce soir, moi je me souviens pas, au Chouchen ou à la Chartreuse, c'est ma tournée pour les gueuses. Au Chouchen ou à la Chartreuse, ouais c'est ma tournée. Ouais c'est ma tournée. Ouais c'est ma tournée. Ouais c'est ma tournée. Frangin, t'as vu un peu la France, c'est l'heure de faire nos résistances. Nos lutanos dans les bistrots, c'est finiront comme des tonneaux, comme des putois suragueulés, les vrais noms de celles qui sont barrés. Quand les autres iront voter, c'est sûr on sera trop bourrés. Puis quand les autres iront voter, nous c'est sûr on sera trop bourrés. Nous c'est sûr on sera trop. Nous c'est sûr on sera trop bourrés. Nous c'est sûr on sera trop bourrés. Retournons à la politique. C'est l'heure du deuxième point politique. Aujourd'hui, Proudhon. Quand je vous dis anarchisme, vous pensez à quoi? Tout de suite, vous me dites les punks à chiens, la 8-6, ou bien les bourgeois qui se revendiquent fièrement de l'antifascisme alors qu'ils sortent tout juste de cours à Sciences Po Paris. Eh bien, figurez-vous que la base de l'anarchisme, c'est pas tellement ça. Un des principaux théoriciens d'anarchisme en France, c'est Pierre-Joseph Proudhon, un des grands penseurs du socialisme libertaire au XIXe. À la différence des autres théoriciens du socialisme, c'est le seul à s'être sorti les doigts et avoir vraiment bossé dans sa vie. Et ouais, c'est pas comme Marx. Proudhon, c'est pas un fils de médecin, c'est pas un bourgeois qui vit accroché à son pote pété de thunes. Proudhon se réclame d'un système mutualiste non étatique en termes de politique. Il est le premier à utiliser le terme anarchiste en 1840. Pas un terme anarchiste comme on peut le caricaturer du style « ouais, on va tout péter », mais plutôt comme un anarchisme devant servir l'ordre, n'oppressant pas la liberté des gens. Sa pensée a largement influencé le mouvement ouvrier de son temps en France. Ses positions mutualistes ont été comparées au corporatisme de l'Ancien Régime par plusieurs grands penseurs politiques, tels que ceux de l'Action française, ou encore les membres du Cercle Proudhon, cercle de formation royaliste proche de la classe ouvrière, à qui Maurras a d'ailleurs apporté son soutien. Proudhon a toujours été proche du milieu ouvrier. En même temps, il est issu de ce milieu, et a toujours vécu avec les ouvriers. Sa pensée est largement marquée par une forte méfiance vis-à-vis de toute forme de constitution. Ainsi, il refuse de se présenter aux élections. Il critique la monarchie de Juillet ainsi que les révolutions qui ont précédé et suivi, car elle voulait imposer une constitution. Quant au système politique, il ne critique ni la démocratie ni le suffrage universel en eux-mêmes, mais leur manipulation au profit des intérêts capitalistes et étatiques. Tout comme de nombreuses personnalités de son époque, spécial dédié à Victor Hugo, il est condamné par le Second Empire. Il décide alors de s'exiler à Bruxelles. Puis il sera gracié en 1863. Il insiste bien sûr sur le fait qu'il est très attaché à la démocratie, aussi bien au sein de la classe ouvrière que dans la vie politique de la cité. Il souhaite, dans l'optique d'une société mutualiste, une démocratie locale afin de mieux servir le bien-vivre de la classe ouvrière, qui pour lui représente la base de l'économie française. On voit bien que ce constat n'est pas mauvais. On peut dire la même chose du constat de Marx. Proudhon représente donc une figure centrale du socialisme libertaire. Le fait qu'il soit directement issu de la classe ouvrière fait de lui un théoricien très crédible, dont les idées doivent nous intéresser et qu'il faut découvrir davantage. J'espère que ce point politique un peu particulier, car il s'agit d'une première chronique portant sur un anarchiste, vous aura plu, et je vous encourage d'ailleurs à découvrir davantage ce penseur. Je ne peux que vous y encourager, et je vous conseille de lire son œuvre Les démocrates assermentés et les réfractaires, ou son autre œuvre majeure, La propriété privée. Ce sont des écrits qui méritent la plus grande attention. J'espère que ce point politique vous aura plu, et je vous dis à une prochaine fois sur Radio Virus. Maintenant, un grand moment de culture. Faisons un petit tour en Angleterre avec Turner. Quel est le peintre dont la première galerie d'exposition fut la vitrine de son père barbier-perruquier? Génie précoce, Turner est un artiste qui vécut à cheval entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Il se perfectionne très jeune dans les vues d'architecture et dans l'aquarelle. Ce peintre anglais eut le privilège d'intégrer à 14 ans les cours de la Royal Academy, qui est alors la meilleure formation pour faire une carrière de peintre.
Le peintre anglais voyage dans toute l'Europe, sur les bords de la Loire, en Allemagne, en Hollande et bien sûr en Italie avec Rome et Venise. Au fil des voyages, le peintre fait évoluer sa peinture qui tourne au jaune. En effet, il utilise des tons de plus en plus vifs, et peu à peu, la couleur et la lumière envahissent toute la surface de ses toiles. De plus, les contours et les figures disparaissent sous un soleil aveuglant ou un épais brouillard. Laissez-moi maintenant vous décrire le tableau peint en 1842 qui illustre parfaitement mes dernières paroles. Vapeur dans une tempête de neige. Ok. L'anglais, il a dessiné un bateau sur l'eau. Classique. Il a mis 2-3 flocons, le tout avec un filtre jaune, et hop, le tour est joué. Heureusement, la réalité de ce tableau est nettement plus passionnante. Tout d'abord, on ne peut pas compter sur Turner pour se faire une idée de ce qu'est un bateau à vapeur au XIXe siècle. Ça c'est sûr, parce que de ce bateau, on ne perçoit qu'une coque sombre et un pavillon flottant en haut d'un mât. La force de l'artiste, c'est de nous faire sentir l'intensité de la lutte du bateau contre une mer déchaînée et des rafales redoutables. On croit percevoir la force du vent et le choc des lames. Concernant les détails, ils sont dévorés, masqués par les ténèbres de ce qui semble être de l'orage, par ces grands éclats de lumière qui déchirent l'arrière-plan d'un tableau où tous les plans sont secoués et confondus par la mer et le vent. Allez donc voir cette œuvre qui illustre au plus proche de la réalité une tempête où se déchaînent les éléments naturels. Que diriez-vous, pour sortir de votre confinement, d'aller visiter un château à Marly-le-Roi ? Aujourd'hui, nous vous proposons de visiter la maison qu'Alexandre Dumas père s'est faite construire à Port-Marly, dans les Yvelines, le château de Monte Cristo. Enrichi par le succès des Trois Mousquetaires, en 1844, Alexandre Dumas décide de se construire une maison idéale. Son architecte, Hippolyte Durand, tente difficilement de suivre le projet, car durant les 3 ans de la construction du château, les projets évoluent au fil de l'imagination de l'auteur. Malheureusement, le château de Monte Cristo n'est qu'un rêve éphémère pour Dumas, puisque dès 1848, il est obligé de vendre des meubles, et 3 ans plus tard, il revend l'intégralité de Monte Cristo pour fuir ses créanciers en Belgique. Perché sur les coteaux d'un ancien vignoble, Monte Cristo, c'est un pavillon néo-renaissance entouré de 9 hectares de parc. Toutes les façades sont ornées de panneaux, finement sculptés de guirlandes, d'angelots et d'instruments de musique. Au rez-de-chaussée, vous verrez des médaillons représentant les gros auteurs. Et sur la porte d'entrée, la devise d'Alexandre Dumas, « J'aime qui m'aime ». Vous entrerez alors dans de jolis salons de réception. Au premier étage, vous trouverez notamment la bibliothèque de l'auteur. Et, comme il était des goûts de l'époque, un salon mauresque avec son moucharabier. Prenez le temps de lire les panneaux explicatifs de la vie de l'auteur. Ils vous permettront de découvrir un homme affable, très mondain, et surtout fin gourmet. En lisant les menus qu'il proposait, je me suis dit que Gérard Depardieu devait être sa réincarnation. Trop dépensier, Dumas n'a jamais vraiment pu achever les travaux. Il a néanmoins pu construire son cabinet de travail, le château d'If, situé dans un second pavillon, perché au centre d'un petit lac. Le château d'If est un minuscule château, néogothique en pierre de lave, typique des maisons de l'époque, sur lequel sont gravés 88 du nom de ses ouvrages. Si le château se veut de style troubadour, il faut avouer qu'il ressemble davantage à un décor de carton-pâte. Au château d'If, l'imaginaire devient réalité, à tel point qu'il oublie d'y faire construire un escalier. Vous verrez donc un escalier en colimaçon ajouté à l'arrière de l'édifice. Le parc cherche lui aussi à incarner une sorte de monde idéal. Vous y trouverez des grottes artificielles, des cascades, des escaliers, etc. Il faut savoir qu'à l'époque, Dumas y était aussi construit un petit zoo, avec notamment de nombreux chats, 2 perroquets, un vautour, 3 singes, une basse-cour, un paon, etc. Même si la notoriété des œuvres de Dumas n'a jamais cessé, l'intérêt pour sa maison, lui, a longtemps été délaissé. Et c'est en 1960 qu'elle a été restaurée, dans le strict respect de ce à quoi elle ressemblait à l'époque. Maintenant, le moment littéraire. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un roman, d'un grand roman, d'un roman prophétique, Le Camp des Saints, de Jean Raspail. Et je te vois, toi qui m'écoutes, toi qui laisses ton exemplaire trôner sur ta cheminée sans l'avoir jamais lu. Si tu trouves pas le temps de lire ce monstre sacré de la littérature en ce moment, alors je ne peux plus rien faire pour toi.
Jean Raspail commence la rédaction de ce roman en 72, au calme dans une petite villa, au bord de la Méditerranée. Se confiant quelques années plus tard sur l'écriture de ce livre, il dira « Un jour que je me promenais sur la plage, je me suis simplement demandé « Et s'ils arrivaient ?» Il, c'est donc ce million d'hommes, ce million d'immigrés venus des Indes, décrits en lépreux coprophages à l'assaut de la vieille Europe. Mais dans le respect des gestes barrières, bien évidemment. Traduit dans une dizaine de langues, Le Camp des Saints s'est vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires dans le monde entier. Dès la sortie du livre, en 73, beaucoup de ses potes ont vu en Jean Raspail un visionnaire, ce qui vous confère une certaine aura, pratique pour serrer les gonzesses. Janco pose notamment la question. Et si Raspail n'était pas un romancier visionnaire, ni un prophète, mais simplement l'implacable historien de notre futur? Henri Amouroux, de son côté, s'écrie après avoir terminé le roman « Ah, mon Dieu, je n'ai encore jamais rencontré de prophète, vous êtes le premier. » Ce livre, que l'auteur considère à part dans toute son œuvre, décrit la société française actuelle. Nous y rencontrons tout ce qui fait la bêtise, la trahison et la veulerie de notre époque. D'une part, les classes politiques, qui n'agissent que par intérêt économique et qui jactent en novlangue, l'Église moderno, qui par charité dévoyée est prête à accueillir tous les malheurs du tiers-monde, et les associations humanitaires, préfiguration de nos ONG passeuses de migrants. Nous y croisons également les médias, avec leur propagande bien pensante, l'éducation nationale, qui s'acharne à inculquer directement aux enfants les fondements nécessaires à la déconstruction d'une identité millénaire, entre deux grèves, le ménage français moyen, gavé de télévision et qui s'en bat les steaks de tout, le militant d'extrême gauche qui ne rêve que de métissage généralisé, et enfin, la censure des opinions dissidentes. Ce roman, qui contient de nombreuses allusions à l'Apocalypse selon saint Jean, met donc en scène la fin d'un monde, la fin de la civilisation européenne. Mais ce livre sonne aussi comme un espoir, celui des hommes encore droits dans leurs bottes et prêts à se dresser contre les torrents de masochisme et autres dégueulis de lâcheté que notre pays et que nous subissons quotidiennement. Bref, 400 pages plus vraies que nature, avec une préface d'anthologie dans laquelle Jean Raspail nous exhorte à venir le rejoindre du bon côté de la barricade. Alors, va décrocher ce livre culte de sur ta cheminée et ouvre-le. Sans transition, l'éphéméride. L'éphéméride du jour. Pour cet exercice, nous nous sommes détournés du format habituel et avons décidé de ne pas approfondir plusieurs personnages et événements. Nous exécuterons cette tâche chronologiquement. 25 mars 752. Le pape Étienne décède d'apoplexie. Mais en fait, il n'est pas vraiment pape. Pourquoi ? Tout simplement, il est mort 3 jours après son élection et n'a pas été consacré évêque de Rome. Du coup, il n'y a pas grand-chose à dire sur son pontificat et le pauvre est souvent oublié des listes de papes. 25 mars 1306. Robert de Bruce est couronné Robert Ier, roi des Écossais. Après avoir servi sous le joug anglais puis être révolté contre les mêmes Anglais avec William Wallace, il se remet au service des Anglais et est nommé gardien d'Écosse conjointement à John Comyn. Plusieurs années après, Robert réclame pour lui la couronne d'Écosse et doit tuer John Comyn qui s'y oppose. Pour la petite histoire, est sorti au cinéma un 25 mars aussi le film Braveheart, une œuvre pleine de vérité historique avec des hommes en jupe qui montrent leur cul. 25 mars 1581. Pour la dernière fois, le Nouvel An est célébré en ce jour du fête de l'instauration du calendrier grégorien dans les pays catholiques. Du coup, pour honorer vos ancêtres dans cette période trouble, nous vous invitons à vous pochetronner et prendre des résolutions de merde. 25 mars 1977. Pour la première fois, la ville de Paris élit son maire au suffrage universel. Et paf, c'est Jacques Chirac qui succède un siècle plus tard à Étienne Arago. On voulait vous parler de cet événement parce qu'ému par sa mort récente, beaucoup ont décidé d'oublier ses torts et de l'honorer, je cite « Ouais, en vrai, Jacques Chirac, il avait le swag, c'est le dernier président qui incarnait vraiment la fonction, et en plus il aimait la tête de veau et la vinasse. Et en fait, fermez-la, Chirac, c'était un enculé. Nous aussi, on aime bien les abats et la picole, et pourtant il n'est pas exclu que nous soyons pareillement des enculés. » 25 mars 1991. Bien que la blague du jour arrive juste après l'éphéméride, on n'a pas résisté à l'envie de vous en raconter une belle due au hasard de la vie. Enfin, de la mort en l'occurrence. Nous n'avons pu réprimer un large sourire en découvrant que le même jour, le bon Dieu avait décidé de rappeler à lui Monseigneur Lefebvre, fondateur de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, et Pierre Goursat, fondateur quant à lui de la communauté de l'Emmanuel. On espère juste que là-haut, ils ne sont pas copioles. Passons maintenant au moment que tout le monde attend, la blague du jour. C'est l'histoire d'un petit singe qui a très soif. Comme il a la chance de vivre dans un pays où il n'y a pas de confinement, il rentre dans un bar, va voir le barman et lui demande « Bonjour monsieur, vous auriez un coca s'il vous plaît ?» Le barman le regarde et dit « Mais enfin petit gars, ici c'est un établissement sérieux. On vend pas du soft, ces cochonneries-là. Nous on vend que du bon alcool. Bon allez, te voilà prévenu, pars et ne reviens pas. » Le singe sort et revient un quart d'heure après,
retourne voir le barman et dit « Bonjour monsieur, vous auriez un coca s'il vous plaît ?» Le barman le regarde, il fait « Mais enfin, t'as pas entendu ce que je viens de te dire? Allez, tire-toi avant que je t'attrape. » Le singe sort, et là rentre à nouveau dans le bar un quart d'heure après. « Bonjour monsieur, vous auriez un coca s'il vous plaît ?» Le barman hausse le ton, s'énerve et fait « Mais enfin, tu te fous de ma gueule! Si tu reviens ici, je t'attrape et je te cloue au mur !» Le singe sort, rentre dans le bar à nouveau 15 minutes après, stupéfaction de l'assemblée. « Bonjour monsieur, vous auriez un coca s'il vous plaît ?» Là, le barman s'énerve, attrape le singe, le colle au mur, tac, 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 le cloue. Et là, le singe se tourne vers le crucifix et dit « Toi aussi, tu voulais un coca ?»